Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, ont été adoptés aujourd'hui les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de plusieurs ministères en République du Bénin. Le point du Conseil des ministres est à suivre dans cette édition. Échange du préfet Jean-Claude Kodia avec toutes les forces vives de la commune de Ouidah sur les diverses préoccupations entrant dans le cadre du développement de la dite commune. C'est à suivre dans cette édition. Hors du Bénin, le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté son plan pour limiter le réchauffement climatique. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises telles que les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedi. Les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères ci-après: travail et fonction publique, agriculture, élevage et pêche, énergie, cadre de vie et développement durable, défense nationale, petites et moyennes entreprises et promotion de l'emploi, affaires étrangères et coopération, intérieur et sécurité publique, enseignement secondaire, technique et formation professionnelle, enseignement maternel et primaire, santé, affaires sociales et microfinances, infrastructures et transports, puis justice et législation. Ont été par ailleurs adoptés les décrets portant organisation générale des forces armées béninoises et organisation du commandement dans les dites forces, attribution, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des forces armées béninoises, nomination de membres au sein des conseils d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune et de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Et puis enfin, au chapitre des communications, les travaux de revêtement des parcs de l'esplanade des Amazones, de la place de l'Indépendance, du champ de foire sud, du jardin de Mathieu et aménagement paysager. Ces travaux confortatifs de revêtement sont réalisés pour les esplanades avec des carreaux grès cérame et, pour les parcs, avec des plaques de béton fibré couvrant leurs allées. En ce qui concerne les aménagements paysagers, c'est le secteur 1B du boulevard de la Marina et l'esplanade des Amazones qui sont impactés. Au regard des impératifs de livraison dans le délai prescrit, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés spécialisées, puis instruit les ministres dont relèvent les chantiers de veiller à leur bonne exécution. Je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de sa tournée statutaire, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a effectué hier une visite dans la commune de Ouidah. Objectif, échanger avec toutes les forces vives de la commune sur les diverses préoccupations entrant dans le cadre du développement. Aristide Setting pour le compte rendu. Le préfet du département de l'Atlantique a foulé le sol de la cité des Passers ce 2 novembre. Les raisons sont claires. Sacrifiant à la tradition, nous voici donc ensemble de nouveau au désormais classique rendez-vous annuel d'appréciation et de reconfiguration du vivre ensemble de gestion administrative territoriale dans le cadre de la tournée départementale en lieu du préfet. Ainsi, dans une pédagogie d'approche participative, Jean-Claude Kodia a passé en revue les grands projets en cours dans le pays pour soulager les populations en général. Abordant les autres défis, il s'impose d'accompagner, comme il se doit, la mise en œuvre de maintes autres réformes salutaires, révolutionnaires, telles que celles relatives au secteur agricole et induisant la création d'une trentaine de lycées agricoles, dont 3 dans notre département, respectivement à Alada, Komassé et Zé. Outre l'implantation de centres d'expérimentation agricole et la mise en formation de plusieurs enseignants dans différents domaines du secteur. De même, il convient de mentionner la création de l'Institut national de la femme, nouvelle version, avec bien des innovations, comme je l'ai dit, favorables à une meilleure protection et promotion de la femme,
état de choses sous-tendu par un cadre juridique plus cohérent et plus adapté aux nouvelles dynamiques sociales. Il importe également de rappeler la promulgation de la loi sur la protection de la santé des personnes. Le maire de Ouidah, se référant aux plaintes et doléances quotidiennes de ses administrés, a sollicité l'aide de l'État central, notamment pour la résolution des problèmes fonciers. Les questions de conflits frontaliers perdurent toujours entre notre commune et certaines communes limitrophes, notamment la commune de Calavi. Le cas le plus intriguant est celui du village de Selou-Libazumpa, confirmé comme relevant de Ouidah par la loi 2013-05, mais malheureusement contesté par la commune de Abomey-Calavi. Godomé continue cependant de revendiquer sa compétence territoriale sur une prétendue localité de Selou-Lifandji, non reconnue par la loi, citée et située pourtant au cœur du village de Selou-Libazumpa, dont elle relève. Monsieur le préfet, je voudrais également évoquer l'affaire Haro. Il nous souviendra que le chef d'État a pris à l'issue de la séance du Conseil des ministres du 25 avril 2018 le décret portant déclaration du titre public du domaine objet du litige. Les travaux de la commission interministérielle mis sur pied par le ministre de l'Économie et des Finances pour conduire le processus d'expropriation et prendre l'arrêté de cessibilité n'ont pas vraiment avancé et les populations touchées ne savent concrètement plus à quel tient. Avec le soutien de sa délégation composée des chefs de service des différents secteurs, le préfet a promis de satisfaire les préoccupations des populations. Cette tournée statutaire du préfet de l'Atlantique va prendre fin le lundi 15 novembre prochain par la commune d'Abomey-Calavi. Au volet sport de cette édition, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Michel Dichyé, a livré l'identité des écureuils retenus pour les 2 prochains matchs du Bénin face à Madagascar et à la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, il a expliqué les raisons de la convocation de Jodel Dossou. Il est au micro de Haïti Seti. En préambule de ces deux rencontres contre Madagascar et la RDC, je vais vous donner la liste des 25 joueurs qui ont été retenus, avec comme gardien Saturnin Alakbe, Marcel Danginou et Batori Douyeme. Défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Milvin Doremus, David Keki, Cédric Kontonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu, Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe Azangpo et Sebio Soukou. Vous savez comme moi que ce qui s'est passé est la sanction d'exclusion qui a été prise à son encontre. La fédération également a statué sur ce cas. Elle a publié aussi un communiqué où elle a rappelé qu'elle validait l'exclusion du joueur et c'était assorti d'une amende financière. Voilà. À partir de là, c'est une sanction qui est lourde et importante pour le joueur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est une décision qui a été importante. Maintenant, on essaie de regarder devant. Et la réflexion, forcément que je l'ai nourrie dans ma tête tout au long de ces derniers jours. Parce que je sais que c'était une décision importante. Maintenant, je dirais une chose simple. Il a commis une erreur, il a commis une faute. Son comportement depuis quelque temps et son attitude n'étaient pas forcément les bonnes. Aujourd'hui, j'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe,
et au service de son pays. Donc, c'est quelque chose qui maintenant lui appartient. Il s'agit aussi pour lui de se réhabiliter aux yeux du public béninois par son comportement en dehors du terrain et son comportement sur le terrain. S'il est évident que les explications données par le sélectionneur Michel Dussuyer sur le retour de Jodel Dossou ont convaincu les journalistes sportifs présents à cette conférence de presse, il n'en demeure pas moins que certains pensent qu'au-delà de la performance qui sous-tend ce choix, il faut que l'attaquant soit son image auprès du public béninois, bien sûr. Et suivez les propos recueillis toujours par Aïssid Seti. À mon avis, je pense que oui, le sélectionneur a très bien fait de rappeler au sein de cette équipe nationale Jodel Dossou. Vous le savez, ces dernières sorties des écureuils du Bénin ont été marquées notamment par 2 réalisations de Jodel Dossou, 2 réalisations qui sont venues à point nommé et 2 passes décisives qu'il a délivrées ces 2 dernières années au sein de cette équipe. Et quand vous prenez la performance de ce garçon en club, c'est quand même 12 matchs joués cette saison pour 1 but. Et une passe décisive, ça voudra dire que techniquement et statistiquement, il a sa place au sein de cette équipe nationale. C'est vrai qu'il y a eu cette faute grave qui a été sanctionnée par le sélectionneur et la sanction qui a été comprise par les dirigeants de notre football. Et le code de discipline de cette équipe nationale, selon les dits du coach, stipule que quand vous commettez une faute grave, on vous suspend immédiatement pour le match qui suit et puis on vous inflige une amende, ce qui a été déjà fait pour ce garçon. Donc c'est normal et logique qu'il revienne au sein de cette équipe. L'acte est légitime parce que Jodel Dossou, nul n'ignore son importance dans le jeu. C'est vrai, il a été sanctionné selon les dires du sélectionneur, mais sa présence s'avère très importante dans cet effectif des écureuils du Bénin. Je vous convainc en vous parlant du match que nous avons perdu à domicile. Son absence était très remarquable dans l'effectif lors du match que nous avons perdu ici face à la Tanzanie. Donc son retour est salvateur dans l'équipe. Quand on se situe dans la réflexion du sélectionneur, je crois que l'argument avancé est quand même costaud. C'est un argument costaud en ce sens qu'il veut placer le joueur en face de ses responsabilités. Quand vous êtes un footballeur, que vous avez été radié, que vous avez été chassé lors du dernier rassemblement et que le sélectionneur vous rappelle, c'est quelque part vous situer devant vos responsabilités, c'est quelque part pour que vous puissiez prendre conscience. Après moi, mon avis il reste tranché. Tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses, en temps normal pour moi, tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses non seulement à ses coéquipiers, aux sélectionneurs, mais également au public béninois, il ne devrait plus avoir sa place en sélection parce que dans un groupe, ce qui doit primer, ce n'est pas le talent, mais c'est la discipline. La discipline est au-dessus de tout. On n'a pas besoin des meilleurs, on n'a pas toujours besoin des meilleurs pour aller au combat, on a besoin des gens les plus disciplinés. Hors du Bénin, le programme alimentaire mondial alerte bien sûr sur la situation qui prévaut à Madagascar, victime de la première famine climatique. Selon l'organisation, 30 000 personnes sont en situation de famine dans le pays et souffrent de malnutrition. Et comme toujours, les premières victimes de cette catastrophe humanitaire sont les enfants. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Dans cet hôpital, des scènes alarmantes qui sont devenues quotidiennes. Des nourrissons et des enfants en situation de détresse. Il serait 500 000 à souffrir de malnutrition selon les chiffres du Programme alimentaire mondial. Et plus de 110 000 d'entre eux seraient atteints d'une forme sévère ou aiguë. Cette mère de 8 enfants d'un petit village du sud de l'île a frôlé la mort. Les employés de la mairie ont partagé le peu qu'ils avaient pour la sauver. Nous étions vraiment démunis et squelettiques, nous ne pouvions même plus marcher. Nous risquions de tomber juste en trébuchant sur une brindille. Une famine qui, contrairement à celle qui frappe le Yémen, le Sud-Soudan ou l'Éthiopie, n'est pas due à un conflit en cours, mais bien au réchauffement climatique. Une première selon l'agence humanitaire. Dans la pointe sud de Madagascar, plus de 9 habitants sur 10 vivent en situation de pauvreté. Une pauvreté aggravée par des années de sécheresse, réduisant à néant les capacités de production agricole. Nous avons quelques phénomènes aigus, comme l'intensité de la sécheresse, comme je l'ai mentionné, des sécheresses consécutives,
au cours des 5 dernières années. Un nouveau phénomène de tempête de sable, probablement causé par l'érosion des sols, la déforestation au cours des 20 à 30 dernières années, et puis bien sûr, les conséquences, l'impact du Covid. Nous avons des prix élevés, l'inflation est vertigineuse, surtout pour les prix des aliments, y compris l'eau. Et puis nous avons aussi l'insécurité. Il y a encore un nouveau phénomène de bandits d'Aalo qui ravage la région. Une situation qui devrait encore davantage se dégrader, la prochaine récolte n'étant pas prévue avant avril 2022 selon les prédictions du programme alimentaire. L'agence onusienne estime à 69 millions de dollars le montant nécessaire pour fournir une aide d'urgence dans le pays pour les 6 prochains mois. En France, la prolongation du pass sanitaire fait toujours débat dans la rue comme dans l'hémicycle. Aucun accord trouvé hier entre les députés et les sénateurs. La commission mixte devrait permettre de s'accorder sur le test prolongeant la possibilité de recourir au pass sanitaire. Un nouvel examen doit se tenir aujourd'hui et demain avant un vote vendredi. Suivez. Contexte d'une possible 5e vague de Covid-19, le projet de loi vigilance sanitaire permet au gouvernement de recourir à l'état d'urgence et aux mesures exceptionnelles que sont notamment le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions. Le texte va être de nouveau examiné à l'Assemblée nationale pour une 2e lecture. Pourquoi ? Eh bien parce que députés et sénateurs n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire. Alors on le rappelle, à l'Assemblée nationale, c'est le parti présidentiel qui domine, alors qu'au Sénat, il y a une majorité de droite. Quels sont les points de désaccord ? Alors, en ce qui concerne l'état d'urgence et donc l'utilisation du pass sanitaire qui arrivait à terme au 15 novembre prochain, le gouvernement souhaiterait le prolonger jusqu'au 31 juillet 2022. Alors, le Sénat dit oui à une prolongation, mais pas aussi tard. Les sénateurs ont préféré la date du 28 février. Pourquoi ? Pour ne pas donner, disent-ils, les pleins pouvoirs à l'exécutif pour les 8 prochains mois. Les sénateurs préfèrent aimerait en tout cas conditionner l'utilisation du pass sanitaire aux départements qui n'ont pas atteint un taux de vaccination de 81%. Après une 2e lecture à l'Assemblée nationale ce mercredi, le texte va donc de nouveau retourner au Sénat ce jeudi avant de revenir à l'Assemblée nationale. Les députés qui auront donc le dernier mot sur ce dossier. Joe Biden s'est exprimé hier durant la COP26 à Glasgow pour présenter son plan d'action, un discours très attendu alors que les représentants des 120 pays présents tentent de trouver une solution pour limiter le réchauffement climatique. Joe Biden a profité de son discours de clôture de la COP26 pour mettre en avant le côté fédérateur et le leadership des États-Unis qui sont, dit-il, de retour au premier plan de la scène internationale et particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. L'impact de ce retour des États-Unis à la table des discussions a eu des effets très concrets selon Joe Biden qui met notamment en avant l'accord de réduction du méthane qui a été ratifié par près de 100 nations. Écoutez Joe Biden lors de ce discours de clôture. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les représentants de plusieurs pays aux économies très différentes et je leur ai dit que les États-Unis seront le partenaire de tous dans cette crise économique. Investir dans les énergies propres est une énorme opportunité. Une opportunité énorme pour tous les pays qui souhaitent créer de l'emploi. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit également de rendre notre monde plus propre, plus sûr pour tous les enfants du monde. Et puis Joe Biden a profité de la tribune pour également pointer des absences qui ont été remarquées. Celle d'abord du président russe Vladimir Poutine qui a tout de même adressé un message vidéo, mais surtout l'absence du président chinois Xi Jinping qui n'est donc pas venu à Glasgow pour cette COP26, un fait qu'a regretté le locataire de la Maison-Blanche, en expliquant que la Chine devait assumer le leadership et le rôle qu'elle souhaite avoir au sein de la communauté internationale. Écoutez donc les déclarations de Joe Biden à propos de la Chine. Nous avons un impact et une responsabilité sur la manière dont le monde observe les États-Unis. Et cela est vrai pour d'autres pays. Je pense que c'est une grave erreur de la Chine
de ne pas avoir participé à ce sommet. La Chine a perdu une occasion d'influencer les gens dans le monde entier ici durant cette COP26. Et je fais le même constat concernant la Russie. Je dois être clair. S'il y a de la compétition, cela ne doit pas se transformer en conflit. J'ai dit au président chinois que nous devons appliquer les règles légales. Voilà qui clôt donc la tournée européenne de Joe Biden avec des enjeux très importants, que ce soit sur le front de la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi des enjeux diplomatiques. Il faut se souvenir évidemment du sommet du G20 et de la rencontre particulièrement avec Emmanuel Macron. Finalement, l'image qui restera de cette tournée européenne de Joe Biden, c'est peut-être l'image du président américain assoupi lors de cette COP26, au moment où un discours était prononcé, une image qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux et qui risque peut-être de brouiller le message d'un président qui se dit volontaire à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et puis Joe Biden a aussi été rattrapé par l'actualité nationale américaine, puisque lors de cette conférence de presse à Glasgow, déjà, les journalistes l'ont interrogé sur le plan d'investissement qui n'a toujours pas été adopté au Congrès américain. Et dans ce plan d'investissement, on sait qu'il y a 555 milliards de dollars prévus pour justement lutter contre le dérèglement climatique, d'où ce paradoxe. Comment Joe Biden peut-il se placer en leader sur la scène internationale de la lutte contre le réchauffement climatique alors qu'il peine déjà à convaincre au sein du Parti démocrate? C'est une question qui risque de se reposer dans les prochains jours avec ce mercredi le retour aux États-Unis de Joe Biden qui devrait à nouveau avoir des négociations ardues avec les membres du Parti démocrate. Cap à présent sur New York où l'élu démocrate Eric Adams est depuis cette nuit le nouveau maire de la ville. Grand favori, l'ancien policier de 61 ans s'est largement imposé face à son adversaire républicain défenseur de la cause antiraciste. Il devient le deuxième maire afro-américain de la ville de New York. Le nouveau maire devra gérer avant tout la crise sanitaire. Il y a aussi la réforme de la police new-yorkaise après les dérives de certains de ses membres. Je vous invite à écouter les premiers mots du maire. Nous sommes confrontés à une crise à trois têtes. Nous luttons à la fois contre le Covid, la criminalité et le désastre économique. Nous allons donc investir les uns dans les autres. Nous allons soutenir ceux qui se battent pour la garde des enfants, les soins de santé et les logements abordables. Cette campagne portait sur cette ville et sur ses habitants de tous les coins, de tous les milieux de la ville. Ceux qui ont été laissés pour compte et qui pensent qu'ils ne pourront jamais rattraper leur retard. Cette campagne était destinée aux laissés-pour-compte, aux marginaux, aux abandonnés. C'est tout, Madame, Messieurs, pour ce point de l'actualité. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.